Et ce soir, c'est particulier parce que nous avons l'immense honneur d'avoir Monsieur Dominique Imburgia avec nous, ici présent, qui fait partie du Parc naturel régional du Verdon et qui vient nous faire une conférence exprès pour vous. C'est dans le cadre du fait que Tourtour fait maintenant partie du Parc naturel régional du Verdon et qu'en fait on a des gros enjeux de pollution lumineuse. Alors si vous ne savez pas ce que c'est la pollution lumineuse, ça tombe bien, parce que je crois bien que c'est le thème de la conférence de ce soir. En gros, l'idée, c'est juste de vous présenter un petit peu les enjeux et, je pense, l'impact du parc. Parce que où que vous habitiez, en campagne, donc pas à la ville, il y a des parcs, probablement, qui englobent vos communes ou vos villages et qui proposent des solutions pour sauvegarder le ciel nocturne, les espèces, etc. etc. Bon, bonsoir à toutes et tous. Merci pour l'introduction, Sébastien. Donc je viens de donner quelques éléments. Alors pour resituer, moi je travaille au parc sur les enjeux plutôt de transition énergétique. Donc j'accompagne les communes notamment sur tout ce qui est rénovation des bâtiments, de l'éclairage public, d'où la question de la pollution lumineuse. Je travaille aussi sur les questions de mobilité en accompagnant aussi les professionnels du tourisme et notamment les hébergeurs sur leur rénovation, sur des questions aussi en lien avec la mission tourisme chez nous. Lié à l'énergie de manière générale pour faire de l'eau chaude sanitaire, du chauffage aussi dans ces équipements à partir d'énergie renouvelable. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses. Donc ce soir, on est plus focalisé bien sûr sur la pollution lumineuse. Et nous, ça fait un moment au niveau du parc qu'on travaille sur ces questions. Alors vous savez que peut-être dans un parc, il y a une charte. En gros, ce sont les engagements que prennent les communes pour répondre à un certain nombre d'orientations qui vont essayer, pour faire bref, de concilier à la fois la préservation de l'environnement et le développement du territoire en prenant en compte aussi son développement économique. Donc on ne travaille pas que sur pour le dire un peu trivialement, les petits oiseaux, la faune nocturne, etc. On est aussi sur ces enjeux-là qui sont quand même très transversaux. Dans la future charte du parc, puisqu'on était en renouvellement, c'est pour ça que Tourtour est rentré avec 12 nouvelles communes cette année. Donc on avait des orientations qui parlent aujourd'hui d'être labellisé par exemple à terme territoire de ville et village étoilé en 2038. Ce sera la fin de cette future charte, puisqu'on la renouvelle tous les 15 ans. Et donc avec un enjeu de préservation toujours du ciel nocturne et bien sûr d'un éclairage public qui soit plus responsable. Et puis après, on essaie de relier ça à une des orientations de la charte, qui est celle de la biodiversité, qu'on essaie de maintenir justement en essayant de la transmettre au même titre que d'autres enjeux qu'on peut avoir sur le parc. Donc on a ces deux objectifs aujourd'hui qui concourent à ça. Ensuite, on a en toile de fond sur les questions d'énergie une démarche particulière qui s'appelle la démarche négawatt. Est-ce que ça vous parle? Les négawatts, c'est un peu comme les bons déchets, c'est ceux qui ne sont pas produits. Donc en gros, c'est les watts qu'on ne consomme pas tout simplement. Donc cette ressource, elle est immense. Donc nous, on accompagne justement les communes là-dessus en faisant des audits de bâtiments, d'éclairage public aussi. On les accompagne à trouver les financements nécessaires pour le faire, pour aller dans ce sens-là. Donc en gros, vous voyez, la tendance actuelle est toujours malheureusement à ce que la courbe des consommations augmente. Et en travaillant sur trois piliers qui sont la sobriété, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, on essaie de petit à petit de ramener cette courbe au plus bas possible. La sobriété, tout simplement, mais on va couper la lumière, par exemple, c'est ce qu'on fait pour reprendre l'éclairage public toujours. On va couper l'éclairage en cœur de nuit. C'est ce que font de plus en plus de communes. Sur le territoire du parc, c'est 80% des communes aujourd'hui. L'efficacité, pour reprendre le même exemple, on va travailler plutôt sur mettre des lampes qui soient plus performantes, c'est-à-dire qui consomment moins d'énergie pour le même niveau d'éclairage rendu. Voilà, c'est simplement de l'efficacité énergétique. Enfin, il y a des tas d'exemples. Si on prend un moteur, enfin voilà, vous pourrez faire à la fois de la sobriété toujours et de l'efficacité. Et puis au niveau des énergies renouvelables, c'est simplement substituer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Alors une première photo pour illustrer un peu, vous connaissez ce tableau, j'imagine, de Van Gogh. Donc c'est voilà, la terrasse de café, fin du 19e siècle. Et ce qui est marrant, c'est un peintre impressionniste, donc il avait une façon un peu particulière de voir les choses et de fait de percevoir la nuit à sa façon. Et là, il écrit dans une lettre à sa sœur, voilà, il parle du ciel bleu constellé d'étoiles, etc. Donc on voit bien qu'à l'époque déjà, on a plus ces problèmes de pollution lumineuse, parce qu'on avait un peu d'éclairage public, mais qui était sans doute beaucoup moins violent. Et par contre, voilà, on pouvait imaginer qu'on déjà en ville, on commençait à voir ces étoiles, quand même, on pouvait les voir. Aujourd'hui, en fait,
si vous êtes en Arles, voilà, aujourd'hui avec l'éclairage public, c'est impossible au même endroit de voir les choses. Voilà, donc déjà pour situer, et ça donne le ton un peu sur la suite, c'est qu'en quelques années, finalement, on a perdu toute cette possibilité de contempler le ciel nocturne. Alors c'est une problématique qui est mondiale. Bon, ça c'est des cartes que vous connaissez déjà. Donc on voit toute la frange des pays entre guillemets développés, mais ça rejoint aussi tous les pays en développement qu'on avait auparavant qui n'étaient pas très éclairés. Donc on voit très bien qu'en Amérique du Sud, Asie, Afrique aussi, ça commence notamment dans les capitales ou les métropoles régionales d'éclairer fortement. Alors, ça, c'était des prévisions qui avaient été faites en 2025. On n'est pas tout à fait à ça, mais bon, on va voir des cartes un peu plus précises locales. Voilà, on sait que le phénomène n'a fait que s'accentuer quand même depuis. Ça, vous avez une carte, vous voyez tout autour, la petite punaise là qu'il y a au milieu, là, ici. Donc, voilà. Donc en gros, c'est une carte, vous pouvez aller sur le site, hein. J'enverrai le diaporama dans tous les cas, donc après vous pourrez le récupérer auprès de l'association ou de la commune. Et voilà, je vous invite à regarder chez vous qu'est-ce qui se passe quand vous allez voir sur votre commune et vous vous situez. Donc plus on est en rouge, plus c'est violent en termes de pollution lumineuse. Et plus on va sur du foncé, évidemment, moins c'est le cas. Donc là, tour on n'est pas si mal, sachant que ces cartes sont prises par satellite à 1h du matin. Donc comme on est maintenant dans beaucoup de communes qui coupent à partir de 23h, 22h30, minuit, ça dépend si elles sont touristiques ou pas. S'il y a de l'accueil en été, ben, voilà, on sait qu'on voit vite si la commune est concernée ou pas. Ça c'est une autre carte aussi un peu plus localisée. Voilà, simplement. Puis après il existe plein d'autres cartes. Là c'est l'AVEX, c'est une autre association qui fait ça. Où là vous allez voir, pareil, plus on va vers des couleurs foncées, là on est sur du marron, c'est pas mal, sur tour, là vous voyez, par rapport à d'autres communes où c'est moins bien autour, du prof par exemple. Voilà, bon après je passe. Alors, pourquoi on éclaire? Donc des besoins variés depuis très longtemps. Je parlais de l'éclairage fin 19e. Mais en fait, voilà, on a des besoins variés aujourd'hui pour les routes, pour les monuments, pour tous les lieux de vie quotidiens, hein, que ce soit les hébergements, les parkings, etc. Donc tout ça est très récent. Donc je parlais de l'alternance du jour et de la nuit. Donc s'il y a une chose à retenir ce soir, finalement, c'est de se dire que ben, voilà, la vie en général sur Terre, elle est réglée sur l'alternance du jour et de la nuit. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental à retenir. Parce que nous, en 150 ans, on a tout perturbé finalement. Et donc du coup, ben, on va voir que ça a pas mal de conséquences avec l'éclairage artificiel qui est devenu prégnant en ville et en milieu rural, évidemment, un peu plus tard. Alors les définitions, la pollution lumineuse, ça vous parle? Ouais, vous en avez entendu parler. De toute façon, il y a des événements comme le jour de la nuit qui sont bien médiatisés chaque année. Donc que ce soit à la télévision, sur Radio France notamment, on en parle beaucoup en général. On en parle en fait, on dit que c'est de la pollution lumineuse quand on a des éclairages artificiels en fait, bon, de tout type, hein, comme vous voyez, qui nuisent à l'obscurité normale et souhaitable de la nuit. Alors ça, il y a plein de définitions, je vais pas m'attarder là-dessus. Parce que comme on démarre un peu plus tard, je vais condenser un petit peu, mais après voilà, il y aura toujours des points d'éclairage sans faire de jeu de mots possible si vous m'interrompez. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire à un moment, plutôt que de faire une volée de questions à la fin, parce que souvent on oublie des fois et n'hésitez pas à le faire. Je vais essayer de pas trop employer de mots barbares, mais en principe, c'est pas trop le cas. Et puis après, il y a eu le Grenelle, si vous vous souvenez, c'était 2009. Un Grenelle, c'était un temps un peu de débat avec pas mal d'acteurs de la vie publique, associatifs, autour de questions autour de l'environnement. Et on avait pour la première fois reconnu cette question de la pollution lumineuse. Donc voilà, c'était une première. C'est une première en Europe d'ailleurs. Et depuis, on verra que c'est des choses qui ont progressé depuis. Alors il y a la loi, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en gros, votre maire, il a le pouvoir de police, donc il doit lutter contre les nuisances, et du coup la pollution lumineuse en fait partie, du même que les nuisances sonores, olfactives, etc. Est-ce qu'il y a l'obligation d'éclairer, à votre avis? Est-ce qu'il y a l'obligation d'éclairer en ville? Oui, non? Alors effectivement, je pense qu'il y a une majorité de gens qui... On n'a pas d'obligation d'éclairer. Souvent, c'est pas très connu. Et en fait, le Sénat l'avait rappelé dans son journal officiel il y a quelques années, en rappelant qu'il n'y avait aucune disposition législative à ce niveau. Donc, en fait, vous n'êtes pas dans l'obligation dans vos communes d'éclairer.
Par contre, à partir du moment où vous allez éclairer, ben, il faut respecter ce que vous avez fait et changer l'éclairage quand il est défectueux, etc. Prévenir les habitants, etc. Bon, après, il y a de la jurisprudence. On peut pas mettre en cause la responsabilité des maires, même en cas d'accident, à condition que le maire se soit prémuni un peu de ça en disant, ben, si jamais quelqu'un porte plainte, quelqu'un sort de chez lui, a l'habitude d'avoir un parcours qui est éclairé, c'est pas le cas. On peut considérer que s'il trébuche quelque part, la personne pourrait porter plainte. Après, si le maire dit, bah oui, bah regardez, c'est un problème identifié, ça fait quelques jours, j'ai un bon de commande qui dit que mon éclairage va être réparé, etc. À l'appréciation du juge, en général, ça se passera bien. Donc, il ne faut pas que les élus aient peur aussi par rapport à ça. Donc, et après, il faut savoir qu'il y a des cas, moi je cite souvent le cas sur Manosque, où en fait on a vu des problèmes de non-conformité d'éclairage. Là, c'est un peu plus dommageable, c'est-à-dire que le mât qui supporte le luminaire n'était pas conforme. Une personne promène son chien, comme vous savez, les chiens ont l'habitude de lever la patte au niveau des luminaires. Le chien s'électrocute, le maître y échappe, tout va bien. Mais du coup, voilà, plainte, etc., etc. Et depuis, Manosque a fait une étude de mise en conformité de tous ces mâts pour se remettre aux normes. Et on s'aperçoit, et on le sait, la plupart des parts d'éclairage en France sont pas aux normes. Donc, n'hésitez pas à mobiliser vos élus là-dessus, parce que c'est un point qui est pas anodin. Bon, après, il y a la loi du transition énergétique 2015, je passe. La loi biodiversité aussi, qui a fait le lien entre pollution lumineuse, c'était déjà un peu le cas avant, mais surtout en ajoutant les objectifs de qualité paysagère. Donc, on retrouve la notion de qualité de paysage nocturne. Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser aussi que finalement, le paysage nocturne, c'est quoi? C'est d'éclairer les monuments. Mais c'est pas que ça, puisqu'en fait, on a aussi un paysage nocturne à partir du moment où on n'éclaire pas. Puisque si vous avez des soirées de pleine lune, si vous accoutumez vos yeux un peu à l'obscurité, vous allez voir la Voie lactée, voir les monuments en perspective de ça. C'est aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est aussi intéressant. Après les enseignes commerciales, etc. Et enfin, pour chapeauter, retenez juste qu'il y a eu un arrêté en 2018, tout ça, vous retrouvez sur Internet facilement, qui a vraiment fait, qui a tout chapeauté, et qui a repris tous ces éléments. Donc tout est concerné, les parkings, les voiries, équipements sportifs, bâtiments non résidentiels, les parcs et jardins publics, le stationnement, etc. Donc en fait, il y a des mesures qui visent à améliorer la performance de l'éclairage. Après, bon, je rentre pas dans le détail, mais il y a des données techniques à fournir que la commune n'est pas toujours en capacité. Donc, ce qui veut dire que dans beaucoup de communes, pour être conforme aujourd'hui, il va falloir faire des études précises pour savoir un peu où on se situe. Et puis, l'intérêt de l'arrêté, c'était pour attirer votre attention sur le fait que on a commencé de regarder de plus près les questions de température de couleur. Donc, la température de couleur, c'est quoi? C'est en gros, quand vous avez votre éclairage, vous avez une lampe qui est plus ou moins jaune, orange, à blanc. Ben, plus vous allez vers le blanc, plus vous allez vers une température de couleur élevée, celle du soleil par exemple, 6500 K, ça s'exprime en K, c'est Kelvin. Et puis après vous avez, plus vous êtes bas, vers 2400, voilà. Donc en fait, la loi a incité à aller vers ces températures basses, parce qu'elles sont moins impactantes aussi, on va voir un peu plus loin. Bon voilà, puis après la commune doit prendre un arrêté pour dire à quelle heure on coupe, etc., et comment on le fait. Voilà. Alors, les causes de la pollution lumineuse, donc c'est de la réflexion de la lumière, qui est soit directement, donc imaginez un spot qui éclaire le ciel. Bon, souvent les anciens monuments historiques, on les éclairait du bas vers le haut. C'est malheureusement encore beaucoup le cas, donc c'est pas très conforme. Et du coup, souvent, si c'est mal réglé, ça part au-dessus, et en fait, vous éclairez le ciel. Et on verra que ça a des conséquences. Et soit directement par réflexion sur les sols, puisque vous allez avoir, notamment, on a une tendance à mettre des sols clairs maintenant, comme dans les grandes villes, on le fait dans les villages. Le problème, c'est que ça va être des sols blancs. C'est très bien pour lutter contre ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, avec le changement climatique et le réchauffement. Ça rayonne. Donc le soleil en journée, ça évite un peu que ça stocke au niveau des matériaux, qui sont à forte inertie, comme le bitume, les dalles, etc. Par contre, la nuit, quand vous éclairez, fatalement, vous renvoyez vers le ciel. Et donc, c'est un compromis qui n'est pas facile à trouver, mais en tout cas, il y a ces deux phénomènes. Et puis après, quand vous avez des gouttes d'eau, de poussière et d'aérosol en suspension, vous allez faire un effet de halo qui va être plus important. C'est le cas quand il y a de la brume, comme vous le voyez avec l'éclairage par exemple. Et la couche d'aérosol qui est en hauteur, elle est toujours là, malgré les mesures qu'on a pu prendre au niveau mondial. Cette couche, elle fait toujours à peu près 3 km d'épaisseur. Elle a tendance à diminuer, mais bon, elle est malheureusement toujours présente. Et puis après, c'est une question d'éclairage qui n'est pas adapté, soit en puissance, parce qu'on éclaire trop. On a une tendance avec l'électricité pas chère jusqu'à présent à mettre du puissant, et puis la qualité du flux, donc qui peut être l'orientation, les températures de couleur, comme je le disais.
Donc voilà, vous avez une synthèse un peu en rajoutant ici, ce que vous voyez sur la droite, la petite fenêtre, c'est ce qu'on appelle aussi la lumière en bas de distance, qui peut venir aussi qui peut être une lumière intrusive. À savoir qu'en Provence, on a beaucoup de maisons avec des volets persiennés. Et ce qui se passe, c'est quand vous avez des luminaires dans des rues étroites, la lumière va rentrer dans les pièces. Pour peu que ce soit une chambre, en fait, vous n'allez pas vous retrouver dans l'obscurité toute la nuit, sauf à mettre un rideau de l'autre côté. Donc ça peut être dommageable, notamment pour ce qu'on appelle l'hormone de sommeil, dont on va reparler. Donc voilà des exemples de mauvais éclairage. Vous voyez les pertes qu'il y a, selon qu'on éclaire plus ou moins au-dessus de l'horizontale. Là, un sommet artistique de ce qu'on peut faire dans les éclairages qui sont déficients. Donc là, des éclairages boules. Ça, c'est à Saint-Julien-le-Montagnier, dans le Var, qui est une commune du parc. Mais voilà, on est en train de travailler ensemble depuis 1 an à peu près, là, et donc voilà. L'éclairage va être refait, on travaille avec le syndicat d'éclairage du Var aussi. Et donc ça va permettre de remettre à niveau. Et là, les éclairages type spot qu'on voit qui sont enterrés. Et normalement, ça, on devrait plus trop les voir, parce que quand c'est mal réglé, d'abord c'est trop puissant, il faut imaginer qu'à chaque fois, l'hiver, imaginez que vous avez un radiateur à la place de 1000 watts, 2000 watts, qui chauffe la rue. Ça revient à ça. En termes de consommation, c'est exactement la même chose. Et on éclaire du bas vers le haut, ce qui est proscrit aujourd'hui par rapport à la réglementation. Les températures de couleur, j'en ai passé. Là, c'est des illustrations un peu pour voir ce que ça donne dans une ambiance plutôt urbaine. Après, la question des longueurs d'onde aussi. Sachant que nous, on est sur un spectre, vous voyez, entre 380 et 780. Après, ce qui se passe aussi, c'est que nous, on voit que les insectes, eux, ils vont dans l'ultraviolet. Donc en fait, eux, si on leur met de l'éclairage qui va sur ces longueurs d'onde, en fait, ils vont pas percevoir les choses de la même façon qu'avant. Et du coup, ils vont rater des cibles à polliniser, par exemple. Parce que la pollinisation n'a pas lieu que 2 jours. Donc déjà, on a une érosion de la biodiversité qui provoque, avec l'effondrement des populations d'insectes notamment, la possibilité de polliniser. Mais en plus, ça c'est vrai aussi la nuit, malheureusement maintenant. Alors, l'éclairage public est en cause dans tout ça, mais le privé il prend sa part. Bon, ça c'est des choses que vous voyez, hein, les boîtes de nuit, les piscines, suréclairées de partout. En plus, ça fait un miroir, donc ça reflète d'autant plus. À la limite, on devrait se dire, bon ok, ça peut être éclairé, mais vraiment, quand on utilise la piscine, quel est l'intérêt? Et on coupe la nuit, quoi. En plus, ça peut se mettre sur des programmations. Puis après, là, vous avez des éclairages un peu, bon là, c'est une publicité quelque part, mais des éclairages boules qui sont proscrits et qu'on continue de voir encore. Et notamment, vous avez, alors j'en ai un exemple ici, bon, il est dans mon sac. Vous voyez un petit chapeau, il est resté dans le sac, c'est pas grave. Donc ça, vous en avez vu, hein, c'est planté dans les jardins, ça coûte rien, entre 1 ou 2 euros, fabriqué en Chine, durée de vie faible. Et malheureusement, en fait, il suffit de quelques lampes comme ça, en fait, vous éradiquez, à court terme d'ailleurs, hein, ça va vite, tous les insectes que vous pouvez avoir sur le jardin. Pour une lampe, c'est au moins 1 mètre carré facilement. Et du coup, le souci, c'est que, en fait, vous vous privez d'avoir ce qu'on appelle des auxiliaires de culture pour vos potagers. Donc, des fois, il faut aussi concilier le fait que on a des nécessités d'éclairer, mais on peut se passer de ce genre d'éclairage. Et on peut très bien avoir des éclairages passifs. Parce qu'on peut comprendre qu'il faut éclairer des fois une allée pour être en sécurité. Si on veut aller de son entrée jusqu'à la maison, on peut mettre la détection de présence. On y reviendra à la fin sur ce qu'on peut faire aussi chez soi. Mais voyez, ça ferait partout. Bon, là, c'est l'illumination de Noël. Bon, là, c'est l'exemple un peu chargé, mais ça existe. À Villon-sur-Verdon, on a par exemple des maisons qui se sont lancées. Puis après, ça tourne un peu au concours entre voisins, vous voyez. Donc, alors, la pollution lumineuse, si on s'y attache un peu du point de vue un peu plus sociologique, c'est quand même une prise de conscience qui est relativement récente, mais qui est une vraie prise de conscience. C'est-à-dire qu'on en parle dans les médias, les événements autour de ça, on les communique. Et puis, il y avait Var Matin qui avait fait il y a un petit fascicule qui est dans Var Matin, donc qui est sur l'écologie, qui s'appelle Réversible, et qui a fait un spécial Je n'ai plus peur du noir. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire en termes de prise de conscience et surtout de relais que peuvent faire les médias, les grands médias, même autour de ça. Les enjeux rapidement. La sécurité, on en a parlé. Donc voilà, bon, ça concerne surtout la fiabilité des installations. Et puis la santé publique, on va y venir un petit peu après. La qualité de l'éclairage, donc d'éclairer vraiment l'éclairement au besoin, d'une certaine uniformité au niveau de l'éclairage sur la voie publique, sachant qu'il existe des normes. Alors les normes, comme normes, ça n'a pas un caractère obligatoire. Par contre, si on s'y fie, il faut la respecter. Si vous avez une rue pour laquelle vous allez respecter tant de
tant d'intensité lumineuse, l'écart entre les lumières, etc., ben, il faut s'y tenir. Mais bon, ça c'est presque plus anecdotique puisque c'est technique et c'est assez bien pris en compte dans les communes. Après, il y a la question des économies d'énergie, évidemment. Le Grenelle avait dit globalement d'arriver à un facteur 4, ça divisait les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 par rapport à 1990. Après, voilà, c'est un niveau intermédiaire par rapport à 2012. Et puis la pollution lumineuse, voilà, qui était rappelée, qui est réglementée maintenant. Et puis la question de l'attractivité, pour faire rapide. Vous avez maintenant des labels qui existent pour les hébergements touristiques ou pour des acteurs qui sont... Ça peut être tout le monde, hein, finalement, des activités commerciales qui font ce qu'on appelle de l'astrotourisme. Donc dans le Luberon, par exemple, c'est des viticulteurs qui ont des chambres d'hôtes, c'est des hébergeurs qui ont un kit. Du coup, ils ont été labellisés. Ils mettent à disposition des gens pour des kits, des cartes du ciel, pour faire de l'observation, un pointeur laser, etc. Et ça fonctionne assez bien parce que dans les gens qui viennent, finalement, dans ces endroits-là, bah déjà, ils n'ont pas forcément emmené tout leur matériel, donc ils vont avoir des jumelles, ils vont avoir voilà, ça fait bien. Et puis ça crée un peu de connivence entre les gens qui sont là, et puis souvent, c'est pas rare qu'il n'y ait pas un astronome amateur aussi. Donc il va aussi faire profiter de ses connaissances. Donc voilà, il y a des choses qui existent. Les a priori sur l'éclairage. Alors on dit souvent que l'éclairage c'est un outil sécuritaire. Tout le monde dit si on coupe l'éclairage, ça va être la révolution. On va se faire égorger, on va se faire vandaliser, on va se faire cambrioler. Sauf qu'en fait, c'est plutôt faux puisqu'il y a des tas d'événements, enfin de faits qui le contredisent. Donc déjà, la majorité des cambriolages elle a lieu la nuit, le jour, pardon, avec un pic en début d'après-midi et un peu le matin quand les gens partent bosser. Les gens repèrent avant, la voiture est partie et voilà, c'est la fête. Après, il y a des retours sur des communes qui ont fait de l'extinction. En fait, on arrive à montrer qu'il y a des baisses de chiffres liées à la délinquance, la page nocturne, enfin nuisance de manière générale. Et pour avoir interpellé des gendarmeries, parce que je le fais souvent, les gendarmes vont dans le même sens. Enfin, je veux dire, il y a des tas d'études, hein, vous verrez, il y a des liens en fin de diaporama où on montre qu'effectivement, il y a pas de souci par rapport à ça. Donc, faux problème. La sécurité routière, éclairer les routes, c'est pas un gage de sécurité. Notamment sur les grandes voies, on s'aperçoit qu'il y a des statistiques d'accidentologie qui sont faites. Donc on sait très bien dire quand il y a une panne de courant ou une panne d'éclairage, on sait très bien dire qu'en fait il y a eu plus d'accidents au point. Et en fait on s'aperçoit que moins il y a d'éclairage, moins on se sent en sécurité, moins on va vite. Et comme vous le savez, la vitesse c'est une cause déterminante en termes d'accidents de la route. Donc voilà, vous voyez des exemples aux Pays-Bas, des autoroutes qui ont été coupées, ben, on s'aperçoit qu'en fait ça va pas plus mal derrière. L'impact énergétique et économique. Bon là c'est juste pour vous dire qu'on éclaire de plus en plus longtemps et d'autant plus que la commune est grande. Bon ça je rentre pas trop là-dedans. Juste pour vous redire aussi, c'est que la part des énergies elle est importante en termes d'éclairage public dans le bilan énergétique des communes. Vous voyez, ça représente 18%, donc la portion en rouge. Et dans les communes, ça peut représenter jusqu'à presque 50% des dépenses d'électricité. Donc c'est pas neutre, notamment dans les communes qui ont eu tendance, dans les petites communes qui ont tendance à s'étendre depuis les années 90, avec la multiplication des lotissements. À chaque fois, on a fait des réseaux en plus, alors qu'on aurait pu se poser la question et de faire de la concertation avec les habitants. Est-ce que vous voulez qu'on éclaire finalement? Et on aurait fait de sérieuses économies. Et bon, la prise de conscience n'était pas là à cette époque-là, donc on a un peu raté le coche. Il y a 11 millions de points lumineux en France à peu près, donc ça fait plus 31% de points dans les 10 dernières années. Donc et ça représente à peu près 1% de la consommation électrique française, donc c'est quand même pas négligeable du tout. C'est pas anecdotique, 1%, il faut savoir que ça représente beaucoup. En puissance installée, on a pratiquement l'équivalent d'un réacteur nucléaire, mais ça a tendance à diminuer par rapport au fait que maintenant on remplace par des lampes et du coup que ces installations sont quand même moins gourmandes. Après, c'est juste pour vous mettre la consommation kilowattheure par habitant en 90-2007. Vous voyez que ça a continué de progresser, mais la tendance a tendance quand même à s'inverser. La puissance moyenne des lampes était de 120 watts et aujourd'hui on diminue sérieusement. Quand on refait un parc d'éclairage public, on va tomber sur presque du 50 watts. Donc vous voyez aujourd'hui le gain qu'on peut avoir grâce au matériel. Mais c'est le matériel, c'est une chose. Après, c'est la durée d'éclairage qui va jouer, bien entendu. Donc 40% des luminaires
voilà, sont vieux. Donc voilà, donc c'est pour ça que beaucoup de communes aujourd'hui essaient de vraiment de renouveler avec des subventions publiques, parce qu'en général c'est cher et ça peut pas se faire comme ça. Et si on se compare à nos voisins allemands, par exemple, ils sont 2 fois plus performants que nous si on regarde ce que ça représente en kilowattheure par habitant et par an. Donc tout ça pour dire aussi, c'est qu'en Allemagne, l'électricité est au moins 2 fois plus chère qu'en France. Donc forcément, une électricité chère encourage à faire des économies d'énergie. Mais là, je vous apprends rien. Durée d'éclairage, donc qui est importante. Donc on est à peu près à 2600 heures en moyenne. Ça fait voilà, en quelques décennies, on a augmenté en fait. Et la tendance actuelle est quand même à la baisse. Donc grâce à l'extinction nocturne qui devient de plus en plus populaire, même si elle a été boostée, on va dire, par le coût de l'énergie qui a flambé en 2021 et avec son pic en 2022. Santé publique, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc pourquoi? Parce qu'on a parlé de la lumière intrusive. Et en fait, cette lumière, elle va perturber ce qu'on appelle la production de mélatonine. Alors maintenant, tout le monde sait ce que c'est que la mélatonine, pratiquement, on en parle pas mal. On vend des médicaments chez votre pharmacien. C'est même mis en avant des fois, on vous vend de la mélatonine. Alors pourquoi la mélatonine, elle est importante? C'est pour le résumer, parce que on va pas faire un cours de biologie et j'en aurai pas la compétence. Mais en gros, c'est quand même l'hormone du sommeil qui est produite chez tous les mammifères. Et ça, depuis, si vous vous souvenez du début, depuis des millions d'années. Donc ça, elle est sécrétée la nuit et synthétisée de jour dans notre cerveau. Donc il faut vraiment que la nuit, en gros, il faut être en noir complet. La majeure partie de la nuit. Sinon, ça fonctionne pas trop. Donc je vous rappelle, comme on avait l'alternance jour-nuit qui était respectée, on appelle ça le cycle circadien. Aujourd'hui, dans le monde moderne, avec l'éclairage, avec les gens qui ont des activités professionnelles nocturnes, des gens qui bossent dans des entrepôts, des gens qui bossent dans des hôpitaux, enfin voilà. Du coup, on se retrouve avec des gens qui ont potentiellement chez certains des troubles du sommeil. Et ça fait que quelques années qu'on l'a découvert. Il y avait une émission sur Arte qui était passée il y a quelques années. J'ai mis la référence de mémoire. Elle est plus en ligne malheureusement. Mais vous pouvez peut-être la retrouver. Moi, j'ai pas réussi ces derniers temps, mais bon. Et en fait, on voit des gens, des travailleurs nocturnes qui ont des problèmes neurologiques. Et à un moment, le médecin apprend maintenant à se poser ces questions-là. Et donc on va coucher la personne de nuit sur un matelas, la barder de capteurs et on va voir ce qui se passe. Et on va voir justement comment ça se comporte. Et finalement, on s'aperçoit que l'éclairage joue un rôle à ce niveau-là. C'est un peu latent, ça va pas être forcément ressenti tout de suite. C'est un peu comme les gens qui habitent à côté d'une voie ferrée ou d'un métro, qui se disent ouais c'est bon, je me suis habitué au bruit. Et finalement, en fait, non. Il y a des problèmes neurologiques qui vont soit être pas forcément émergents tout de suite, mais qui peuvent apparaître après. C'est-à-dire qu'en fait, notre adaptation, elle a quand même des limites, et elle en a aussi, du coup, sur cette question de pollution lumineuse. Donc, le cycle circadien, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, il faut savoir que ce cycle, il joue sur l'augmentation de la pression sanguine, vous voyez, sur le rythme dans la journée. Donc ça contribue à avoir une température du corps plus basse, un sommeil de meilleure qualité puisque plus profond. Et puis on a une meilleure coordination, des temps de réaction plus rapides, etc. Et tout ça est prouvé vraiment par plein d'études. On est allé très loin dans les études aujourd'hui. Donc c'est plus trop à démontrer. Donc en gros, presque tous les tissus de votre corps ont des rythmes circadiens. Donc c'est pas une vue de l'esprit. Et s'ils sont perturbés, en fait c'est un peu l'édifice global qui risque d'en pâtir. Donc retenez aussi, c'est que finalement l'obscurité, on peut le prendre comme un médicament naturel, tout simplement. Donc voilà, à travers toutes ces bonnes, on va dire, capacités à gérer un certain nombre de problématiques du corps humain. La lumière intrusive, donc c'est souvent une surillumination ou un mauvais placement des luminaires, parfois les deux. Et donc voilà un exemple typique. Vous avez des lumières comme ça. J'avais travaillé sur une commune il y a quelques années qui était labellisée d'ailleurs ville et village étoilé et qui s'appelle Rougon. Et là, on avait regardé un peu de près s'il y avait des luminaires dans les rues étroites. Il y a des luminaires qui ne sont pas sur des mâts mais sur des crosses. Vous voyez, c'est dans les murs, c'est fixé au mur. Et là, des fois, on pouvait voir que on était à la limite des fois d'être sur des fenêtres persilées. Donc ça fait partie des diagnostics qu'on doit faire et aujourd'hui un bureau d'études il est censé regarder ça de près, ce qu'il ne faisait pas il y a quelques années. Donc la pollution lumineuse elle va aussi affecter la capacité de l'air à s'auto-nettoyer, parce que l'air s'auto-nettoie aussi à travers ce qu'on appelle des molécules qui sont des radicaux nitrates, qui jouent un peu un rôle de détergent dans l'atmosphère.
Et en fait, ça pourrait induire une réduction, une hausse pardon, de la teneur de l'ozone de l'air, donc ce qui joue en termes de pollution. Vous voyez qu'il y a des alertes à l'ozone, hein, des fois. Par rapport aux zones qui sont peu éclairées, on peut voir des différences. La NASA a fait des études très sérieuses ces dernières années aussi. Autre impact, le patrimoine céleste. Donc tout ce spectacle qu'on avait l'habitude de voir finalement, c'est de plus en plus difficile dans les endroits où on n'est pas éclairé. Donc là on va voir ce soir, c'est qu'on a de la chance, puisque voilà, l'éclairage, normalement, il doit être coupé d'ailleurs. Là c'est l'activité des astronomes qui en pâtit, vous le voyez bien, voilà, ici on est à l'astronome on voit l'agglomération d'Aix-Marseille qui est vue depuis l'observatoire de Haute-Provence à Saint-Michel, l'observatoire. Et puis, bien sûr, il y a des impacts écologiques. C'est la deuxième cause de mortalité, l'éclairage artificiel sur les papillons. Sachant que vous avez ici en Provence, on a 60% des espèces qu'on trouve au niveau national qui sont représentées. Donc elle est très très riche en papillons. Sachant qu'en plus, vous avez 15 fois plus de papillons nocturnes que diurnes. 15 fois plus. Donc voilà, c'est pas rien de se dire qu'on essaie d'éviter ça, à l'heure où on parle d'un effondrement mondial de la biodiversité. Alors les insectes, ils sont soit attirés, soit ils sont, on va dire, ils ont plutôt une répulsion qui va s'exercer envers eux. Et donc on va voir qu'il y a différentes choses qui se passent, comme notamment la perception de la lumière, j'en ai parlé 2 secondes. Donc voilà, avec des lampes qui avaient une tendance à être sur des lumières froides, notamment comme l'éclairage, on va dire LED. Il y a quelques années, on se disait on allait éclairer fortement, et du coup on mettait des lumières blanches, et finalement c'est une catastrophe puisqu'on a encore des résidus, pour le dire trivialement, d'ultraviolet, et du coup c'est pas très bon. Et puis en allant vers les lumières chaudes, on n'a plus ça du tout. Donc les insectes voient les ultraviolets, donc du coup sont perturbés. Voilà ce que ça peut donner sur une fleur. Finalement, il la verra plus de la même façon, donc du coup il sera perturbé. La perception de la lumière selon les êtres vivants, ça c'est un tableau que vous aurez de côté, vous pouvez regarder selon les chauves-souris, les mammifères terrestres, les marins, les oiseaux, etc. Vous voyez en fonction des longueurs d'onde, en fait, là où ils sont plus ou moins réceptifs ou pas. Alors les insectes, donc lourd tribu, attirés par les sources lumineuses, donc jusqu'à une distance de plus de 500 mètres. Donc en fait, vous allez capter des insectes de très loin. Donc saison estivale, on peut estimer que 150 insectes meurent pratiquement chaque nuit. En France, on a dit qu'on avait 11 millions de points lumineux, donc voilà, faites de calcul, ça fait des milliards. Donc les insectes ensuite, comme ils sont attirés, la mortalité va s'effectuer par perturbation du système de reproduction, ce qui touche pas mal d'autres espèces. On va perturber la chaîne alimentaire des insectivores, de ceux qui se nourrissent vraiment des insectes, et puis on va diminuer la pollinisation. Donc ensuite tout va se fragmenter au niveau des populations, donc à un moment, on meurt d'épuisement, etc. Là vous reconnaissez la luciole ou les vers luisants. Il y en avait beaucoup quand on était, ou si vous vous souvenez, pour les personnes les plus âgées ici de votre enfance, vous en aviez sûrement dans vos jardins. Moi je me souviens, j'avais qu'à regarder le jardin, j'en voyais en permanence en été. Et aujourd'hui c'est exceptionnel de revoir un ver luisant par exemple. Sachant que vous en voyez, je vous invite à regarder, à le signaler. Vous dites simplement dans quelle commune, combien j'en ai vu. À l'Observatoire des vers luisants. Bon, vous tapez sur internet Observatoire des vers luisants, vous allez trouver. Et c'est l'association Asterella qui gère ça. Donc ça permet de regarder un peu en termes d'inventaire en France où on en est. Après vous avez tous les amphibiens donc qui vont être perturbés. Déjà au niveau d'orientation, puisque quand ils sortent de leur mare, en fait, ils vont pas se diriger là où ils veulent aller, donc ils vont être perturbés. C'est vrai aussi, vous avez déjà vu les images sur les tortues marines quand elles pondent. En fait, avec la pollution lumineuse, les petites tortues qui éclosent, en fait, au lieu d'aller vers la mer, où elles étaient dirigées avec la lumière nocturne qu'on avait, en fait, qui se reflétait sur l'eau. En fait, comme la lumière à l'opposé des plages, c'est en général urbain. Si c'est urbain, on a forcément de l'éclairage. Et en fait, elles se dirigent de l'autre côté. Donc il y a des bénévoles aujourd'hui qui s'amusent à reprendre des tortues et les remettre en direction de la mer. C'est passionnant. Donc voilà. Et puis ça affecte le métabolisme et la reproduction. Donc voilà. En fait, toutes les tentatives de reproduction sont moins bonnes.
Et donc, du coup, ça affecte aussi le taux de reproduction. Il n'y a pas que ça, mais ça joue fortement. Les oiseaux migrateurs, donc, qui utilisent les couloirs de migration, à des moments, par exemple, l'éclairage des villes, notamment à partir du moment où on éclaire beaucoup du bas vers le haut, les spots qu'on a vus, ça peut perturber ça. Alors, il n'y a pas que les lumières des étoiles qui permettent aux oiseaux migrateurs de se repérer. Il y a aussi, voilà, par magnétisme, enfin, il y a d'autres facteurs aussi qui jouent. Mais la nuit, effectivement, c'est un point clé, quoi. Après, vous avez les oiseaux nocturnes, donc voilà, bon, les chouettes, bien sûr, ça on connaît. Les chauves-souris, donc vous avez différentes populations de chauves-souris qui sont atterrées ou pas par la lumière. Donc là, c'est la pipistrelle commune, c'est une toute petite chauve-souris, on en voit beaucoup en France. Donc elle est attirée, donc elle vient souvent autour des luminaires pour chasser. Ensuite, vous avez des espèces qui sont indifférentes. Et puis il y en a qui sont par contre lucifuges, c'est-à-dire qui fuient. Le petit rhinolophe par exemple. Le petit rhinolophe, c'est une espèce qui est particulièrement importante, rare en France. Et on a la chance sur le territoire du parc du Vernon d'avoir énormément de spots. D'ailleurs, on travaille avec des particuliers qui ont soit des fermes, soit qui ont des monuments un peu, enfin, des bâtiments un peu à l'abandon, pour essayer de créer des gîtes dedans à chauves-souris pour qu'ils puissent gîter. Et ça fonctionne plutôt bien. On a réussi à sauvegarder quand même pas mal de gîtes. Parce que souvent on fait des travaux dans les bâtiments et après, si on trouve pas une solution alternative localement, en fait la population risque de fuir, d'aller ailleurs, d'être en concurrence et du coup de disparaître. Bon, ça je passe, c'est juste pour vous dire, voilà, avec la luminosité, en fait, qu'est-ce qui se passe en termes d'activité, mais on va passer. Et puis la flore aussi qui peut être impactée. Donc vous voyez là, en fait, quand vous éclairez toute la nuit, au niveau des feuillages, il y a certaines espèces de variétés d'arbres qui vont perdre leurs feuilles, par exemple. Voilà. Alors qu'ils ont besoin d'une dizaine d'heures de lumière par jour. En fait, on vient perturber ça en en rajoutant la nuit. Donc ça va perturber la floraison, bien évidemment. Et puis il va y avoir un déphasage entre l'apparition justement des fleurs et celle des insectes. Et en fait, du coup, la pollinisation et la fructification peut s'en trouver aussi perturbées. Donc ça joue dans les facteurs d'érosion de la biodiversité qu'on connaît actuellement. Et il y a le fait aussi que les graines ont besoin d'une période de sécurité pour germer, donc forcément si vous éclairez la nuit, ça ne peut pas fonctionner correctement. Après vous avez bien sûr les bourgeons qui vont arriver plus tard, enfin trop tôt pardon, et qui vont subir le froid, donc avec les vagues de froid, les gels, même si on a des gels tardifs aujourd'hui, mais en tout cas voilà, et du coup on aura plus de facilité pour les parasites d'aller les attaquer. Et il y a aussi la chute des feuilles, voilà, ça va renforcer évidemment l'immunité de l'arbre quelque part et aggraver les risques sanitaires. Donc la solution la plus facile et la moins chère, c'est éteindre. Et ça c'est possible que si on réfléchit à comment éclairer de façon responsable. Donc ça on le fait en travaillant sur l'extinction partielle, il y a des communes qui coupent, je disais tout à l'heure. On réduit le nombre de points lumineux, on peut se dire tiens on crée un nouvel espace urbanisé, même si la tendance actuelle c'est à construire, comme on dit, la ville sur la ville, essayer de faire plus dense pour éviter de s'étendre. On va peut-être réduire le point lumineux au moment où on va peut-être créer quand même une petite extension. Donc si on fait une zone artisanale dans les petites communes, on crée des petites zones artisanales, on va se dire comment on éclaire, est-ce qu'on l'éclaire? Et si on l'éclaire pas, est-ce qu'on pourrait pas mettre finalement peut-être de la détection de présence? Ça peut être utile. Et du coup on éclaire qu'au moment où il faut. Donc on vérifie l'orientation des mains, on diminue la puissance, etc., les températures de couleur, comme vous avez compris. Donc là, un exemple sur une commune, Lapalus-sur-Verdon, où au moment de son audit d'éclairage public, nous on a regardé, on a croisé un peu les données entre les enjeux de biodiversité qu'on peut avoir localement, notamment au niveau des chauves-souris, et les éclairages. Donc on a regardé ça, et on a regardé de près, et finalement on n'avait pas trop d'enjeux par rapport à des gîtes qui étaient occupés. Et par rapport au nouvel éclairage, justement, en jouant sur les températures de couleur, une plus faible puissance, on arrive à gérer mieux qu'avant encore, même s'il n'y avait pas un gros enjeu, cette problématique. Donc après, on va plutôt utiliser des LED qui vont aller vers l'orange, donc ce qu'on appelle les LED ambrés, qui vont aller sur des températures de couleur même inférieures à 2400, ce qui est au réglementaire aujourd'hui dans les territoires de parcs nationaux, pas les parcs naturels régionaux. Ça peut changer avec le futur arrêté qui va venir remplacer celui de 2018 que j'ai évoqué, qui devrait sortir dans les mois qui viennent, mais ça fait plus d'1 an qu'il doit sortir. Voilà,
Voilà, et on va éclairer dans les secteurs les plus sensibles un peu différemment, avec un spectre vraiment le plus bas possible, aller sur des températures de couleur qui peuvent être même en dessous de 2000K. Donc là, c'est vraiment très très orange. Ça va ressembler un peu à ce qu'on avait dans des lumières, comme vous voyez ici, des anciennes lumières en sodium haute pression. Ça, c'est du sodium haute pression. Et donc ça perturbe pas trop les habitudes des gens aussi à ce niveau-là. Alors, la situation de la commune, qu'est-ce qu'on fait en fait? Éclairer juste, c'est quoi? C'est une règle fondamentale, c'est tout simplement, c'est quand il faut, là où il faut, comme il faut. Voilà. Si vous pourrez retenir ça aussi, c'est une règle de base que vous pouvez appliquer chez vous. Donc on regarde l'état du lieu, l'état des lieux, on regarde tout, les mâts, les armoires de commande, etc. On caractérise les voies, bon, etc. Je rentre pas trop dans le détail, mais pour voir où on éclaire plus ou moins. Entre cœur de village, les voies pénétrantes dans les villages, on va pas forcément éclairer de la même façon avec les mêmes luminaires, etc., etc. Et puis on va regarder les enjeux de biodiversité et on va programmer les interventions et puis surtout sensibiliser la population. On le fait en général avant de faire une modification des parts d'éclairage. Moi, j'incite les communes à le faire. On prend un temps soit au conseil municipal et après en réunion publique à l'occasion d'un événement comme le jour de la nuit, des journées autour de la faune sur les chauves-souris, les chouettes, etc. Donc ça peut se faire après avec une sortie. Là, il y aura de l'observation ce soir, mais on peut très bien imaginer, on l'a fait avec des sorties nocturnes. On va s'immerger justement dans la nuit pour redécouvrir les sensations qu'on peut avoir et se dire que la nuit, c'est pas plus, ça fait pas plus peur que ça déjà. Et on va changer les horaires de fonctionnement, etc., etc. Donc ça, après, on a des moyens techniques pour gérer les choses. Vous voyez à gauche, en haut, vous voyez l'image d'une commune qui suréclaire un peu. Et à droite, on revoit l'éclairage. Ben voilà, on travaille techniquement, on arrive à limiter la casse. Et puis en bas, vous avez des systèmes où en fait, sur un parking, on peut éclairer d'une certaine façon jusqu'à 20h. Et après, on va passer en mode réduit, normal. Et après, on peut faire une remontée avec détection si des gens arrivent pour récupérer leur voiture. Vous voyez, donc les moyens techniques existent. Et à partir du moment où on est en LED, on peut vraiment tout faire aujourd'hui. Et après, là, on a mis en œuvre, on voit, là, c'est à Lagne, dans le Luberon. Une commune a mis en place, en fait, toute une rue avec des détecteurs intelligents. Donc, ça va pas détecter ça va pas détecter un papillon de nuit, hein, évidemment. Donc, c'est intelligent, c'est smart, comme on dit. Et ça va s'éclairer uniquement si on a des gens qui passent à pied, en vélo, trottinette, voiture, moto, mais pas quand un chat va passer par exemple. Voilà, donc ça se déclenche, ça éclaire toute la voie, et après, une fois que vous avez franchi, vous avancez, les éclairages s'éteignent au fur et à mesure derrière vous. Là, on peut étudier des choses un peu différentes. On avait fait ça avec une commune volontaire sur Valençol. On avait fait un test de trajectographie. C'était le Musée national naturel de Paris qui cherchait des terrains d'expérimentation pour voir un peu comment les chauves-souris se comportent quand on a des lampadaires avec différents niveaux de puissance. En réduisant la puissance, on l'a fait avec la communauté de communes qui avait la compétence éclairage. Et chaque semaine, on a modifié la puissance. Et on a examiné avec, à chaque fois, le muséum s'était déplacé pour voir un peu ce que ça donnait. Donc on a eu 2 expérimentations en France, chez nous à Valençol, et dans le Luberon, dans une commune, avec un protocole un peu différent. Et effectivement, on a vu que moins on avait de puissance, plus des espèces comme le petit rhinolophe, si vous avez retenu, qui ont tendance à fuir la lumière, en fait, s'approchaient du luminaire. Donc c'est quand même un petit plus aussi d'arriver d'être si fin. Alors on fait un diagnostic global, donc nous on accompagne là-dessus, j'en dis pas plus. Et après l'intérêt c'est des actions qui ont des retours sur investissement qui sont rapides. Là je vais faire plus en synthèse pour vous dire que voilà, quand on limite la durée d'éclairage entre par exemple 23h, 6h du matin, coupure, on arrive jusqu'à 50% d'économie. À Rougon, qui était la première commune du parc labellisée, on a diminué la consommation par 3. C'était un peu dans le cahier des Georges qu'on avait fixé, on avait trouvé des financements pour ça. Et fait le nécessaire. Et là, un exemple plus récent sur Péroul, dans le cadre d'une démarche où on avait trouvé des financements particuliers aussi sur l'éclairage. Vous voyez, en fait, entre 2018 et 2020, on a réduit de 75% le coût de l'éclairage. Alors, ça représente pas beaucoup, vous me direz, mais dans une petite commune qui fait moins de 500 habitants, finalement, c'est ça que vous mettez pour faire financer un spectacle, pour financer une école sur des animations, une association, enfin voilà, un comité des fêtes, voilà, on peut faire des choses aussi avec. Sachant que si la commune avait continué comme avant, avec la flambée de l'énergie en 2022, elle aurait multiplié son coût aujourd'hui par 4 ou 5.
Donc, c'est des investissements sans regret. Madame. Oui, je voulais demander, quand il pleut, l'éclairage est pas du tout le même que quand il pleut pas. Au point de vue éclairage dans Oui, les mais ça rues, joue, tout oui. ça, quand Bah, c'est oui, les un conditions peu- météo vont jouer. Mais bon, après, il y a suffisamment pour pouvoir justement pallier à ça, y compris si on a de la brume, etc. De toute façon, l'éclairage sert un peu de... Dans ces conditions-là, il va servir de balise plutôt. Donc, après, de nuit, en principe, on est éclairé, notamment avec les phares de sa voiture, parce que les gens disent souvent, oui, mais si vous coupez, moi je vais sortir la nuit, hein, j'aurai plus d'éclairage. Bon, on a tous aujourd'hui un téléphone avec, en principe, une lampe dessus. Ou les gens on voit des gens aujourd'hui qui baladent leurs animaux le soir avec des frontales aussi. Enfin, c'est pas un argument, mais bon. Voilà. Le label Ville et Village étoilé. Donc, c'est un concours qui est organisé tous les 4 ans. Donc, tour à candidater. On les a accompagnés. On a fait le travail avec Sébastien, ici présent. C'est investi là-dedans, avec le maire. Et donc, on attend les résultats sans doute en septembre. On n'a pas de date encore. Pour essayer de viser entre 1 et 5 étoiles, donc on verra ce qu'on obtient. Mais en gros, ça récompense les communes qui font un effort à la fois d'animation, de sensibilisation de leur population, et aussi un effort technique sur le parc d'éclairage et sur la durée d'éclairage, parce que c'est quand même un critère fort de couper la nuit. Et puis tout ce qui a été fait sur Tourtour en termes d'animation nous laisse penser qu'on devrait avoir au moins, je pense, 2 étoiles, mais on verra. Puis le label aussi s'attache à regarder les choix d'illumination, tout ce qu'on appelle la mise en lumière, vous voyez. Donc ça c'est bah, les éclairages de Noël, les éclairages des bâtiments du patrimoine historique, voilà, donc, tout ça on regarde. Donc là on a 5 communes actuellement et puis il y en a 15 autres donc qui sont candidates, on verra. Sachant qu'on cible à l'horizon 2038 d'être labellisé territoire de villes et villages étoilés. C'est-à-dire que quand on aura 60% des communes labellisées, ou l'équivalent de 60% de la population du parc dans des communes labellisées, on pourra être territoire de villages étoilés. Donc je pense qu'on devrait y arriver si la progression et le nombre de communes candidates se poursuit, parce que là il y a un certain engouement aujourd'hui. Il y a des événements comme le jour de la nuit, ça vous en avez entendu parler, donc voilà, il y a des animations, des conférences, de l'observation du ciel, etc., des balades nocturnes, avec des contes, avec de la musique, enfin voilà, tout est possible aujourd'hui. Il y a beaucoup d'associations montées en compétences justement sur ce sujet-là. Alors, si on a du temps, que faire Les constats préalables, vous avez plus des 2 tiers des Français qui vivent en maison individuelle, donc ça veut dire souvent éclairage extérieur. Donc voilà, vous avez des éclairages divers pour les déplacements, la mise en valeur, les événementiels. Vous avez des équipements d'éclairage qui sont de plus en plus puissants et de moins en moins coûteux, made in China souvent. Et donc du coup, voilà, pour une modique somme, vous vous équipez de trucs puissants qui vont malheureusement pas durer longtemps. Je prenais l'exemple tout à l'heure de ça, mais même des choses qui sont branchées sur le réseau, à moins d'y mettre un peu le prix, ça dure pas très longtemps. Donc c'est aussi des matériaux qu'on a utilisés pour loin, etc. Au jardin, la biodiversité, elle est quand même très présente, puisque c'est une biodiversité, c'est quand même 75% des invertébrés. Donc, majoritairement, vous allez avoir des insectes qui vont être nocturnes là-dessus. Vous avez ensuite des impacts avec très peu de luminosité. Donc une bougie, ça suffit pour impacter la biodiversité. Donc a fortiori, ces bornes solaires. Les parcs et jardins privés donc, sont concernés, donc, ou appartenant des entreprises, des bailleurs sociaux, par exemple des blocs de HLM. Ou des copropriétés. Donc il y a un enjeu aujourd'hui clair de ralentir le déploiement d'éclairage privé, parce que le coût d'investissement a diminué, mais pour autant, si le coût de l'énergie a augmenté, il y a quand même un enjeu à essayer de ralentir, et puis bien sûr pour les enjeux qu'on a vus, notamment de biodiversité, d'observation du ciel nocturne. Alors comment on agit? Donc c'est la règle, elle est la même que pour l'éclairage public, donc c'est la règle de base. Quand il faut, et juste ce qu'il faut. On va se questionner vraiment sur l'opportunité d'éclairer. Est-ce que j'ai besoin d'éclairer à cet endroit-là? Est-ce que je ne peux pas faire autrement? Et parce qu'il y a des alternatives. L'éclairage sportif, on peut avoir à l'entrée de sa maison, à l'intérieur, près de sa porte d'entrée, un éclairage pour aller dehors. De la détection de présence, ce qui est plus simple, à condition d'éclairer toujours du haut vers le bas. De l'éclairage passif, des dispositifs réfléchissants qui vont baliser un chemin. Des températures de couleur basse. Le haut vers le bas, ça c'est la règle fondamentale.
agir sur la durée. On va jouer sur l'emplacement aussi, on va éviter les lumières d'ambiance, en fait dans le métro en tout cas. Mettre des rideaux aux fenêtres ou fermer les volets des pièces éclairées des fois. Voilà. Si on n'a pas besoin de regarder dehors, les gens des fois ferment pas le volet ou n'ont pas de volet, des fois ça arrive. Surtout ici en Provence, il y a des endroits où on n'a plus de volet parce que en hiver ça fait rentrer de la chaleur passivement pour réchauffer les logements et en été c'est plus grave, mais comme les gens mettent des rideaux à l'intérieur, ça fait pas forcément le boulot d'empêcher la chaleur de rentrer, donc on met des clims et malheureusement de ne pas avoir de volet, ça a des tas d'implications aussi en termes de consommation énergétique. Et puis après on peut mobiliser les élus sur le label, etc. Après de prendre des lampes, alors je vous invite à regarder à chaque fois la petite boîte où vous trouvez vos lampes. Là je parle bien d'éclairage privé. Hein. Donc une boîte complète là qui est dépliée. Vous devez trouver un peu tous ces renseignements, donc la température de couleur, la puissance, le nombre de watts, si la lampe elle a du, vous voyez ici, du bleu, c'est-à-dire des UV en gros, donc de la lumière froide. Donc voilà, là on est sur un caméra. Et puis vous avez aussi tout ce qui est consommation d'énergie là. L'étiquette d'énergie que vous retrouvez pour l'électroménager, pour d'autres, même pour les audits de bâtiments, hein, pour les DPE, les diagnostics de performance écologique des logements. Et donc, voilà, intéressant de regarder ça. Sachant que l'étiquette est c'est un peu un faux ami, parce qu'en fait, elle va pénaliser, alors qu'elle peut être performante, la lampe, elle va être pénalisée, être mise par exemple ici en D, alors simplement parce qu'elle est puissante. C'est un peu comme l'électroménager, alors que des fois on peut avoir des besoins par rapport à ça. Donc c'est un peu la limite un peu de ces étiquettes-là. En tout cas sur le reste des informations, ça reste très pertinent. Et ensuite vous avez quelques ressources, là je ne vais pas y rentrer, mais vous avez pas mal de ressources pour aller plus loin sur le site du muséum, le CEREMA, qui est le centre d'études d'experts qui en fait, on va dire au niveau régional, un espèce de bureau d'appui aux directions départementales, anciennement les directions de l'équipement, pour les plus anciens. Et puis après, des tas d'autres adresses où vous allez trouver des choses. Sur les trams noirs, par exemple. Là, c'est une vidéo. On explique un peu comment on peut faire à l'échelle des communes, des villages, ce qu'on appelle une trame noire, c'est-à-dire qu'on va regarder en fait les endroits où on va vraiment couper en priorité et essayer de couper même en totalité, en croisant les enjeux de biodiversité avec l'éclairage et se dire à un moment, finalement, il y a des enjeux là, on va essayer d'aller plus loin sur la qualité de l'éclairage et sur la coupure nocturne. Voilà. Et n'oubliez pas surtout, c'est que la nuit, c'est quand même la moitié de la vie, donc ça c'est important. Et puis rappelez-vous aussi, c'est que par rapport à l'ensemble de toutes les nuisances qu'on connaît, la pollution de l'eau, la pollution par les déchets dans la nature, en fait, toutes ces pollutions, quand elles y sont, ça prend énormément de temps à les résorber, puisqu'en fait, il va falloir déployer des moyens très coûteux qui vont prendre du temps. Alors qu'en fait, l'éclairage, c'est une nuisance sur laquelle, en fait, il suffit d'appuyer sur un bouton. Donc en gros, c'est une image, mais au niveau d'une commune, il suffit de refaire la programmation des horloges, et ça fonctionne. Chez vous, il suffit d'éteindre, de mettre la télévision, etc. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment un phénomène qui est de plus en plus important dans les consciences, heureusement, mais sur lequel en fait on peut agir très facilement avec très peu de moyens. Voilà, si vous retenez déjà ça, ça sera déjà beaucoup. Donc voilà, maintenant si vous avez quelques questions, n'hésitez pas avant qu'on passe à la suite de la soirée. Merci. Et par contre, est-ce qu'il y a un impact sur la vision générale qu'ont les gens quand ils regardent tout le temps des trucs trop éclairés ou pas assez éclairés au point de vue vision individuelle, les gens leur... Oui. Un bon éclairage, c'est un éclairage qui va être homogène. Donc effectivement, si on a des différences, ça va jouer dans les perceptions, donc c'est pas terrible. Un exemple qu'on prend souvent, c'est que quand on roule en voiture, quelle que soit la vitesse, en fait, quand vous avez des endroits où en fait on a eu la mauvaise bonne idée de couper un luminaire sur deux, là, ce qui se passe, c'est que votre œil va s'accoutumer à la coupure, ensuite de nouveau un niveau d'éclairage avec la lampe qui arrive après, et du coup, en fait, c'est pas très bon parce que
si vous roulez un peu vite, vous allez être moins perceptif et en fait, vous n'allez pas voir, par exemple, un animal qui arrive du côté sur la route, sur les routes de campagne. Donc voilà, il faut vraiment de l'éclairage homogène. Donc c'est pour ça que la solution de couper un luminaire sur deux, en plus ça pose des problèmes au niveau du réseau, donc c'est vraiment pas bon. Parce que souvent on entend des élus le dire, ah bon, on va en couper un sur deux. Et quand l'énergie a été très chère en 2021-22, il y a des communes qui ont fait ça. Ils sont allés couper l'éclairage. Donc en fait, c'est voilà, c'est vraiment la mauvaise solution. Mais effectivement, madame, la règle du jeu d'un bon éclairage, c'est d'avoir un éclairage d'abord uniforme, homogène, autant que possible. D'autres questions? On va s'habituer au noir. Oui.